Au cours de cette réunion, les États membres ont recommandé la mise sur pied d'une force internationale qui sera déployée le long de la zone frontalière commune entre la RDC et le Rwanda pour combattre les groupes armés, notamment les rebelles des FDLR et du M23 actuellement actifs dans l'est de la RDC. Conduits par l'esprit des instruments de la CIRGL, les États membres des 11 pays de l'Afrique centrale se sont focalisés sur le pacte de la stabilité, la sécurité et le développement dans la région des Grands Lacs, selon la charte de cette organisation. La RDC a été représentée par le ministre des Affaires étrangères, Coopération internationale et francophonie, Raymond Tshibanda, accompagné de celui de la Défense, Alexandre Lubatambo, et le Rwanda par son vice-premier ministre et ministre de la Défense, James Kabarebe. D'après le secrétaire exécutif de la CIRGL, Toumba Luaba, une autre réunion est prévue bientôt avec les ministres de la Défense des pays membres du CIRGL pour décider des modalités pratiques de la mise en place de cette force. L'entrepôt de la CENI à Rutshuru a été attaqué dans la nuit du 8 au 9 juillet dernier par les mutins du M23. La Commission électorale nationale indépendante l'a annoncé ce vendredi. Les assaillants ont emporté 3 groupes électrogènes, une moto, 12 téléphones satellitaires Touraya, 24 téléphones GSM, le contenu de 3 kits d'enregistrement des électeurs et un important lot de cartes d'électeurs. La CENI condamne cet acte qui porte atteinte au processus électoral dans cette partie du pays et exige des sanctions exemplaires contre les auteurs des pillages. Suivez. L'attaque de l'entrepôt de la CENI à Rutshuru risque-t-elle de compromettre la suite du processus? C'est l'une des questions posées à Mathieu Mpita lors de ce point de presse. Rutshuru n'est pas Massissi. Ce sont des circonscriptions différentes. Les attaques ont eu lieu à Rutshuru et non à Massissi. Qu'à cela ne tienne. Le problème, ce n'est pas seulement à Rutshuru. C'est pratiquement dans la partie Est. Nous suivons attentivement, avec le gouvernement de la République, nous suivons l'évolution. On ne peut pas prendre le risque, n'est-ce pas, d'organiser maintenant et tout de suite les élections dans cet environnement. Le rapporteur de la CENI est également revenu sur le forum des commissions électorales de la SADC tenu à Kinshasa du 9 au 10 juillet. La CENI a par la même occasion partagé avec ses hôtes son expérience dans l'organisation des scrutins combinés du 28 novembre 2011. Autre thème abordé, ce sont les recommandations de l'Assemblée nationale en rapport avec la suite du processus. À ce sujet, le bureau de la CENI se propose d'entrer en contact avec le bureau de l'Assemblée nationale pour d'une part l'organisation des législatives à Massissi et à Befale où elles ont été annulées et d'autre part pour l'organisation des élections des gouverneurs au Bas-Congo et dans la province orientale. Vigilance, unité, sérénité et soutien au FRDC et non au discours haineux et divisionniste. Tel est le message du caucus parlementaire des députés nationaux élus du Nord Kivu à toute la population de cette province. Ils l'ont dit ce vendredi dans la soirée, dans la salle de congrès, dans une déclaration où ils recommandent au gouvernement de porter plainte contre le Rwanda auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies. Suivez plutôt un extrait de leur déclaration lue par le député Kondé Kikanda. En tant qu'élu de ce peuple meurtri, dans sa chair et son âme, nous sommes étroitement liés au sort que lui imposent les ennemis de la vie, de la paix et de la République démocratique du Congo, notamment le M23, ses parrains et ses alliés, où qu'ils se trouvent. Nous recommandons au chef de l'État de procéder dans le plus bref délai au changement de toute la chaîne de commandement de l'armée, de la police et des services de sécurité responsables de la débâcle actuelle. Au gouvernement de déposer plainte contre le Rwanda auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies afin qu'il cesse de servir de terrain de conception, de financement, de recrutement et de base arrière de M23 et de tout autre mouvement de déstabilisation de la République démocratique du Congo. À la population du Nord Kivu, restez vigilants, unis et sereines, continuez à soutenir les FARDC et ne pas céder aux discours haineux et divisionnistes. Évitez tout acte de vandalisme et d'incivisme. À la population congolaise en général,
rester solidaires de leurs compatriotes du Nord Kivu et de l'Est de la République démocratique du Congo en général. Et toujours sur ce dossier, la situation dans l'Est du pays, je vous l'annonçais en titre, l'Église soutient les actions du gouvernement pour rétablir la paix. C'est la déclaration faite par Monseigneur Marini Bodo, président de l'Église du Christ au Congo. Il a été reçu en audience vendredi par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo. C'est un message de paix, d'amour et de soutien qu'apporte Monseigneur Marini Bodo au chef du gouvernement Augustin Matata Ponyo. Au cours de cet entretien entre le Premier ministre et l'homme des dieux, plusieurs sujets ont été abordés, notamment l'apport de l'Église pour la reconstruction du pays et pour le retour de la paix sur toute l'étendue du territoire national. Si nous prions, il faut aussi les actions concrètes, les actions en groupe, ici et là, qui montrent que nous sommes soudés avec nos frères et sœurs de l'autre côté. Quand il y a des problèmes à caractère d'urgence humanitaire, alors une fois que nous allons sonner l'alarme, il faut se mettre autour d'un rien pour dire qu'est-ce que nous pouvons faire pour nos sœurs et frères et amis ou oncles qui sont à l'Est. Monseigneur Marini Bodo appelle les politiciens et le peuple congolais à l'unité pour vaincre les ennemis de l'émergence de la RDC en pleine reconstruction. Nous avons demandé à ce que le peuple soit engagé, n'est-ce pas, pour cette affaire-là, pour voir l'unité de notre pays. C'est à des moments pareils qu'on voit l'unité du pays. On s'oublie, on voit ce qui édifie notre pays. Donc nous voulons sentir liés l'un à l'autre, à l'intérieur comme à l'extérieur, comme un seul peuple. C'est ainsi que nous allons nous développer. Un message qui s'ajoute dans la série de tous les autres lancés dans le même sens contre la rébellion qui sévit dans l'Est et souligne la détermination de l'Église, réputée très influente au Congo démocratique, à sauvegarder la paix et la concorde, socle du développement. Les églises de la RDC interdisent également tout dialogue avec le Rwanda. Réunis dans la salle de conférence internationale du Centre interdiocésain catholique, les dirigeants de toutes les confessions religieuses congolaises ont fait une déclaration devant la presse pour protester avec fermeté contre l'agression rwandaise. Les confessions religieuses de la RDC disent non aux négociations avec le Rwanda. Dans une déclaration signée au centre interdiocésain de Kinshasa, elles appellent à tous les croyants en Dieu à se mobiliser comme un seul homme contre la guerre à l'Est. Le Rwanda a créé de toutes pièces le mouvement M23. Le Rwanda fournit les armes, facilite sur la logistique du M23 à partir de son territoire. Le Rwanda recrute les enfants et les réfugiés et recycle les ex-combattants du FDLR pour les comptes du M23. C'est une pétition historique, lue par l'abbé Chollet pour les comptes de la SENCO et signée par les 8 principales confessions religieuses de la RDC. La pétition dénonce, condamne et maudit cette guerre qui crée l'insécurité dans l'Est et cette énième tentative de la balkanisation de la RDC. Sachez également que le général Lucien Baouma est le nouveau commandant de la 8e région militaire du Nord Kivu. Il était au commande de la 5e région militaire au Kasaï oriental, nommé la semaine dernière à ce poste. Le général Lucien Baouma remplace donc le général Mayala qui a été affecté à la 2e région militaire au Bas-Congo. Suivez plutôt son portrait réalisé par Blaise Mazanza. C'est lui, le général de brigade Baoumba Lucien, désormais à la tête de la 8e région militaire au Nord Kivu, en remplacement du général Mayala, affecté à la 2e région militaire dans la province du Bas-Congo. Un homme consensuel et discipliné, issu de l'école de formation des officiers de Kananga, dans la province du Kasaï occidental, il est l'un des officiers militaires aérois du temps de Mobutu, à avoir également reçu des formations approfondies à l'école de guerre en Belgique, après lesquelles il est revenu pour servir le pays au sein des forces armées aéroises, les ex-FAZ. Pendant la 2e guerre du Congo, Lucien Baoumba rejoint le MLC de Jean-Pierre Bemba, basé à ce moment-là dans la province de l'Équateur, et ce n'est qu'après les accords de paix de Sun City qu'il a réintégré les forces armées de la République démocratique du Congo.
Il a dirigé pendant plusieurs mois la 5e région militaire du Kassai oriental et son affectation à la 8e région militaire est dictée par le souci de l'autorité de l'État de restaurer la paix dans cette partie de la RDC. Tout à fait autre chose à présent, la société Kibali Gold Mine se rapproche de plus en plus de la production de son premier lingot d'or prévu pour octobre 2013. Les travaux de terrassement de l'usine de traitement métallurgique ainsi que la construction de la mine ont déjà commencé sur le site de Dokodurba, siège des exploitations de Kibali. Cette société minière qui fait parler d'elle à travers ses réalisations sociales très visibles dans le territoire de Ouatsa en province orientale vient de procéder en début de ce mois de juillet au lancement officiel de ces opérations minières. 2 juillet 2012, une date historique pour la société Kibali. Voici un geste simple mais hautement significatif qui marque ici le lancement officiel des opérations minières de Kibali Gold Mines, ce après une longue période essentiellement focalisée sur les travaux d'exploration. C'est un grand événement sur le site qui a réuni un parterre de chefs coutumiers de la région, l'administrateur du territoire de Ouatsa, le staff dirigeant de Kibali, la haute hiérarchie de Randgold Resources et bien d'autres notabilités. Un signal fort pour l'entreprise dont les prévisions indiquent la coulée du premier lingot d'or d'ici octobre 2013. Quoi de plus normal de s'en féliciter, a déclaré Louis Watsoun, directeur général de Kibali, au regard des objectifs initiaux que s'était fixé l'entreprise. C'est un sentiment de joie, mais également un sentiment de réalisation du fait que le travail ne fait que commencer. On n'a plus le droit à l'échec, on n'a plus le droit à reculer les dates. Il faut tenir le cap et si possible faire avancer cela. L'administrateur du territoire de Ouatsa qui représentait le chef de l'État Joseph Kabila apprécie à sa juste valeur l'impact de la société sur le développement socio-économique de la région. Si toute la population est derrière ces projets, nous pensons que ce projet va amener le bonheur pour notre territoire, pour notre district, pour notre province, pourquoi pas pour la République démocratique du Congo. La société Kibali compte mettre en service un total de 3 pelles de marque Liver, 9350 pour une capacité de production de 800 mètres cubes de minerais par heure, pour un volume de 16 mètres cubes de minerais par godet, et 18 bennes Caterpillar de 100 tonnes pour un volume de 45 mètres cubes par benne. L'actualité, c'est aussi cette descente du président du conseil d'administration de la SCTP au Beach Ngobila ce vendredi. L'objectif était de se rendre compte de l'évolution des différents travaux en cours d'exécution. Tenez, il y a peu, le ministre des Transports a pris des mesures pour limiter les tracasseries. Les travaux d'aménagement et d'assainissement y ont été aussi déjà lancés par la société commerciale des transports et des ports ex-Onatra. C'est une visite de travail et d'inspection des travaux de la modernisation du Beach Ngobila, l'une des portes d'entrée de la mégapole congolaise, Kinshasa. Il nous a été demandé, il nous a été fait certaines recommandations pour l'amélioration du service ici au niveau du beach. Ce travail devait être fait par le comité de gestion. Mais nous avons le rôle de contrôler. Alors je voulais juste me rendre compte du niveau d'exécution de tout ce qui nous a été demandé par le gouvernement. Il y a peu, le ministre des Transports avait donné l'instruction de réaménager et désengorger le beach, mais aussi de diminuer le nombre des services au port afin de permettre la fluidité du commerce fluvial. Aujourd'hui, c'est une réalité et le port est devenu un véritable chantier. La création des 2 corridors, celui des passagers et des marchandises. Une explication détaillée a été fournie au président du conseil d'administration par les responsables du département des ports et transport fluvial. Je ferai part de ce constat au conseil d'administration et je donnerai les instructions s'il le faut à la direction générale. Une détermination de la SCTP de moderniser ses différents services. Environnement à présent, l'Institut congolais pour la conservation de la nature rappelle à la population congolaise, notamment ceux habitant les territoires de Wamba, Wambassa, Ouatsa, un certain nombre de lois en matière de protection de l'environnement. C'est dans l'objectif de maintenir l'état de conservation de la réserve de faune à Okapi. Pour ce faire, l'ICCN également sollicite la collaboration des autorités congolaises.
Après les tristes événements de destruction de la station d'Epoulou liés à l'attaque des inciviques Simba, l'Institut congolais pour la conservation de la nature appelle au public, notamment en territoire de Mombasa, Wamba, Ouadza, Bafouassendé et ailleurs en province orientale, ce qui suit. La réserve de faune à Okapi, RFO, reste une aire protégée qui fait partie du réseau d'aires protégées en République démocratique du Congo. La réserve de faune à Okapi, RFO, est classée parmi les 5 sites du patrimoine mondial de l'UNESCO et par conséquent est régie par les principes du texte de la Convention du patrimoine mondial à laquelle la RDC a adhéré. Toute forme d'exploitation illicite d'or ou autres matières précieuses, le braconnage, l'exploitation de bois constituent des violations aux lois en vigueur relatives à la conservation du 28 mai 1982 relatives à la chasse et du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement. Enfin, toutes les personnes qui seront attrapées ou oseront s'infiltrer dans le périmètre de la réserve pour les activités susmentionnées seront arrêtées et traduites en justice. Afin de maintenir l'état de conservation de la RFO, il est demandé à tous les orpailleurs illégaux qui se trouvent actuellement à Muchacha, Mamopi, Zalanambangu, Makongela et d'autres d'évacuer sans délai. De ce qui précède, l'ICCN sollicite la collaboration des autorités des entités décentralisées au niveau de la base, en l'occurrence les administrations de territoire, les chefs de chefferie, les notables et tous les services spécialisés, l'ANER, la police. Et si vous n'avez pas eu le temps de jeter un coup d'œil dans les journaux, mais également de surfer sur le net, ne vous inquiétez pas, Gloria Mboula l'a fait à votre place et vous en donne les grandes lignes. Bienvenue, Gloria. Merci, Julie. L'actualité reste dominée par la situation sécuritaire dans l'est de la RDC et plusieurs journaux ont exploité ce sujet. Plusieurs journaux, Julie, et pour commencer, le quotidien La Prospérité rapporte que le Sénat a fait appel jeudi à 3 représentants du gouvernement Matata pour éclairer la situation, les conséquences ainsi que les mesures d'urgence envisagées dans l'Est. Mais ça aurait été, confie ce quotidien, un rendez-vous manqué parce que le vice-premier ministre et ministre de la Défense ainsi que le ministre des Affaires étrangères seraient en mission à Addis Abeba en Éthiopie dans le cadre des travaux de la réunion ministérielle de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. En rapport toujours avec la guerre de l'Est, Julie, l'Avenir rapporte que pour les forces acquises au changement, il est louable que toutes les parties au pouvoir mettent la main dans la pâte au nom de la paix. Et pour la Colombe, cette occasion aura pour but de définir une position commune à adopter face à l'agresseur qui démentit catégoriquement, enseigne BBC Afrique, tout soutien aux rebelles du M23 en République démocratique du Congo. Et plus loin de la RDC, très précisément en Guinée équatoriale, apprend-on un mandat d'arrêt en France contre le fils du président Teodoro Obiang. Tout à fait, lui qui est aussi vice-président est soupçonné d'avoir blanchi des fonds détournés, selon le Nouvel Observateur. Ce mandat a été décerné par les juges d'instruction 4 mois après avoir lancé la procédure et au lendemain d'une deuxième convocation en vue d'une mise en examen de Théodorin Nguema Obiang resté sans réponse. Mais selon ses avocats qui contestent la procédure et avancent qu'en droit équato-guinéen le délit d'abus de biens sociaux n'existe pas, le fils du président bénéficie d'une immunité diplomatique et n'avait donc pas à se rendre à la convocation des juges français en raison de son titre de deuxième vice-président, poursuit le site. Et les juges français qui ont émis ce mandat d'arrêt dans le cadre de l'affaire des biens mal acquis, affaire qui porte selon eux sur le patrimoine accumulé en France, ont lancé ce mandat d'arrêt étendu à tout l'espace judiciaire européen, rapporte pour sa part RFI.fr. Satisfaction de l'association Sherpa, africinfo.com, qui a salué la décision des juges mais reste prudent. Alors l'association Sherpa, ce sont des ONG qui luttent contre les crimes économiques. Voilà. C'était là l'essentiel de votre revue de presse. Gloria Mboula, merci. Je vous en prie, Jolie Dioka. Merci à vous également de nous avoir suivis. L'info reste en continu sur Télé 50 et sur Internet. Je vous en rappelle le site www.tele50.com. Je vous retrouve dans moins d'1 heure pour des nouveaux titres. À très bientôt.